Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de la guerre secrète, la guerre psychologique, la révolution de couleurs qui est en train de se jouer en ce moment même contre l'esprit des Américains et du monde entier. Car apparemment, 6 soldats américains auraient tenté de sauter d'un porte-avions en pleine zone de guerre et la presse internationale en a bien sûr fait immédiatement toute une énorme histoire médiatique de pauvres petites victimes très fragiles que seraient les soldats américains et tout ça, bien sûr, pile au moment même où l'armée américaine venait de neutraliser la plus grande menace nucléaire du Moyen-Orient. Je vais vous montrer comment tout ce récit a été entièrement fabriqué, qui en profite, et comment un porte-avions, un baril de pétrole et une philosophie de propagande vieille de 70 ans sont tous reliés par exactement le même fil rouge. On va commencer de suite avec l'excellente Barbara Boyd. Regardez. Avez-vous suivi l'article de la BBC et du New York Times sur ces marins américains qui ont sauté d'un porte-avions dans le golfe Persique parce que la marine leur imposait un stress trop important? En ce moment même, on voit même des députés démocrates en mal de médiatisation exiger de monter à bord du porte-avions en pleine zone de guerre pour inspecter les conditions de vie à bord. Et je pense que cette affaire s'avérera être une erreur fatale de la part de la City de Londres et des démocrates qui tentent d'utiliser la guerre contre l'Iran pour détruire Donald Trump. Voici la réaction de Joe Jones samedi dernier, vétéran de la guerre en Afghanistan et amputé des deux jambes. Je veux dire, à quel point êtes-vous faible au point de vous plaindre à la télévision du thon et des nouilles? Je suis désolé, mais tu t'es engagé volontairement pour servir ton pays. Tu peux rentrer, quitter l'armée et faire comme tous ces vétérans démocrates, te plaindre, tourner des publicités, être un vendu si tu veux et proposer une nouvelle façon de faire les choses. Le dernier président démocrate dont je me souvienne qui ait déployé des troupes, Barack Obama, a envoyé l'armée en Irak dans des bases de patrouille pendant 15 mois d'affilée où les soldats se nourrissaient de rations de combat. Voici le dernier secrétaire à la marine, Hung Kao, qui tient un discours similaire. Malheureusement, les médias tentent de présenter nos soldats comme des victimes. Non seulement c'est malhonnête, mais cela détourne l'attention de l'ennemi et de la menace qu'il fait peser sur notre nation, notre peuple et notre mode de vie. Il ne fait aucun doute que nos jeunes hommes et femmes ont été poussés à leurs limites, mais ils n'ont jamais cédé. Ils sont à juste titre fatigués, mais ils n'ont jamais cessé de se battre. Cependant, lorsqu'on connaît toute l'histoire, il est clair que nos forces armées et leurs familles ne sont pas des victimes. Ils incarnent la force et la résilience américaine. Donc on voit très bien que tous les médias grand public, ces médias progressistes, francs-maçons, cherchent encore à victimiser une toute autre branche de la population, les soldats américains, pour bien évidemment les retourner contre Donald Trump. Alors oui, ce déploiement a certainement été long et exigeant, mais transformer tout ça en scandale national, c'est une manipulation pure et simple. Et la suite va vous montrer tous les tenants et tous les aboutissants de toute cette manipulation médiatique qui est absolument grotesque. Et pourquoi le vice-président J.D. Vance a dû recadrer une presse qui déforme sciemment chaque mot du gouvernement actuel. Regardez. Voici le vice-président J.D. Vance qui s'exprime sur la guerre en Iran avec Will Kane jeudi dernier. Nous utilisons ces outils de manière très sélective, très stratégique afin d'obtenir le résultat dont le président des États-Unis a besoin pour le bien du peuple américain. Et cela comporte en réalité deux volets. Il s'agit de veiller à ce que les pays du Golfe continuent d'approvisionner l'économie mondiale en pétrole et en gaz afin de garantir la stabilité des prix de l'énergie. C'est évidemment important pour le peuple américain. Je sais que le prix du pétrole est en baisse aujourd'hui et qu'il est bien au-dessous des sommets atteints au début du conflit. C'est notre objectif numéro un, maintenir des prix bas pour le pétrole et le gaz pour tous les Américains partout dans le pays. Et puis bien sûr, le deuxième objectif est de veiller à ce que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Je suis convaincu que nous atteignons ces deux objectifs, mais c'est par nature une situation imprévisible car les Iraniens eux-mêmes sont imprévisibles et qu'ils ne respectent parfois pas les engagements qu'ils ont pris envers nous. La presse s'est immédiatement emparée de cette déclaration. Elle a déclaré que J.D. Vance était, je cite, en train de déplacer les poteaux de but une nouvelle fois dans une guerre que Donald Trump a choisie sans aucun plan et qui coûte la vie à des Américains, à la pompe à essence et à l'approche des élections de mi-mandat. C'est cette phrase en 4 ans que nous avons entendue si souvent qu'elle en devient presque une réalité et c'est là l'objectif de toute bonne opération de guerre psychologique. Identifier les points faibles de son adversaire et manier les mots et les images à leur sujet comme un essaim de drone provoquant sa chute sans vraiment tirer un seul coup de feu. Mais ce n'est pas ce qu'a dit le président dans son contexte complet, cela ne correspond pas à la réalité de la situation. Bien avant l'opération Epic Fury, l'Iran avait menacé à plusieurs reprises de fermer le détroit. Ce goulet d'étranglement vital borde le pays et les Iraniens sont conscients de son intérêt stratégique depuis la révolution de 1979. En effet, pendant la guerre Iran-Irak, les Iraniens ont même miné le détroit.
Peter Navarro, conseiller commercial à la Maison-Blanche, calcule ce qu'il appelle la prime de risque terroriste iranien sur le pétrole et le gaz. Il montre que cela ajoute entre 10 et 15 dollars à chaque baril de pétrole en temps normal. Ce prix grimpe en flèche chaque fois que des actes terroristes directs perpétrés par le corps des gardiens de la révolution islamique ou ses mandataires perturbent la production de pétrole et de gaz dans le Golfe. Ainsi, avant cette guerre, vous aviez une nation terroriste qui déclarait aux négociateurs du président qu'elle disposait suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer 11 bombes nucléaires et mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Cette même nation terroriste contrôlait également le prix du pétrole et du gaz naturel ici et pouvait déclencher le chaos économique mondial à tout moment en décidant de fermer le détroit. Ce n'est une guerre choisie par Donald Trump que si le syndrome de dérangement anti-Trump, créé par 10 ans de guerre psychologique menée par les ennemis de notre nation, a détruit notre capacité à apporter des jugements rationnels. Le contrôle étranger du prix du pétrole et du gaz est le résultat du système financier du pétrodollar qui a vu le jour après 1971. Il lèse le consommateur américain de deux manières. Premièrement, par le biais des primes d'assurance et des contrats à terme qui fixent le prix du pétrole et du gaz depuis Londres. Deuxièmement, par le fait que les pays du Golfe et le corps des gardiens de la révolution islamique déposent leurs bénéfices dans les banques londoniennes. À l'heure actuelle, l'Iran, l'instrument de Londres dans ce jeu de chantage énergétique, est en pleine crise économique. Ses capacités nucléaires et militaires sont détruites. Son effondrement économique est imminent lorsque le secrétaire au Trésor Scott Bessent déclenchera une vague monstrueuse de destruction économique prévue pour cette semaine. Alors une vraie question que tout le monde se pose peut-être, comment tout ce système fait-il concrètement gagner de l'argent à la City de Londres? Alors en fait, c'est vraiment très simple. Le prix du Brent, le baril de référence, pour près de 2 tiers du pétrole vendu dans le monde, n'est ni fixé à Washington ni à Riyad. Il est coté sur une bourse qui est basée à Londres. Et chaque contrat, chaque assurance sur le transport de ce pétrole passe donc par des institutions financières britanniques qui touchent bien évidemment leur commission sur chacune des transactions. Et depuis le choc pétrolier des années 1970, les pays du Golfe placent une très grosse partie de leur pétrodollars dans les grandes banques londoniennes, un mécanisme que les historiens appellent le recyclage des pétrodollars. Et donc toutes ces banques de la City de Londres reprêtent ensuite tout cet argent massif, colossal dans le monde entier, en empochant bien sûr tous les intérêts au passage. Autrement dit, plus la tension monte au Moyen-Orient et plus la City de Londres engrange des commissions et des dépôts importants, donc énormément de pognon, dans leur popoche, comme dirait l'autre, et le tout sans avoir jamais attiré une seule balle. Et justement, pour comprendre qui a théorisé ce genre de manipulation bien avant qu'elle n'arrive, il faut remonter à un philosophe britannique des années 1950 qui avait déjà tout écrit noir sur blanc. Regardez. Maintenant, en 1953, le philosophe Bertrand Russell, un homme profondément ancré dans l'establishment britannique, a tracé les grandes lignes du siècle à venir de la domination impériale britannique. Il a écrit ceci à propos de la psychologie des masses dans son livre L'impact de la science sur la société. Cette discipline, disait-il, fera d'énormes progrès lorsqu'elle sera prise en main par des scientifiques sous une dictature scientifique. Les psychologues sociaux de demain disposeront d'un certain nombre de classes d'écoliers, sur lesquels ils tenteront différentes méthodes visant à leur inculquer la conviction inébranlable que la neige est noire. Divers résultats seront bientôt obtenus. Premièrement, que l'influence du milieu familial est un obstacle. Deuxièmement, qu'il n'y a pas grand-chose à faire à moins que l'endoctrinement ne commence avant l'âge de 10 ans. Troisièmement, que les vers mis en musique et entonnés à plusieurs reprises sont très efficaces. Quatrièmement, que l'idée selon laquelle la neige est blanche doit être défendue pour manifester un goût morbide pour l'excentricité. Russell aurait pu décrire ce que nous observons aujourd'hui au sein des groupes communistes et anarchistes désormais soutenus par les démocrates. Mais il décrivait une transition impériale de la conquête militaire physique à la conquête psychologique. L'institution qui a repris le flambeau et poursuivi dans cette voie était l'Institut Tavistock des relations humaines à Londres. En 1967, Fred Emery de Tavistock a publié un article intitulé « Les 30 prochaines années » dans la revue Human Relations. Il affirmait que les sociétés modernes entraient dans ce qu'il appelait des environnements turbulents, c'est-à-dire des conditions si complexes en évolution si rapide que les anciens stabilisateurs sociaux tels que la famille et l'Église s'effondraient. Il a déclaré que les populations s'adapteraient à cette situation en adoptant une attitude passive. 3 réactions entraîneraient cette passivité et le rejet de la grande nation dans laquelle elles vivent au profit de petites tribus fondées sur des identités raciales et sexuelles et des cultures similaires. Le développement d'états émotionnels stoïques pour se prémunir contre la douleur d'un éventuel échec et enfin l'isolement social délibéré. Serait-il possible de créer délibérément ces champs de turbulence? Leur utilité est évidente en matière de guerre et de contrôle social.
En 2000, deux stratèges de la Rand Corporation, John Arkilla et David Ronfeld, ont abordé ce sujet dans un document intitulé L'essaimage et l'avenir des conflits. Ils ont fait valoir que la guerre avait évolué vers ce qu'ils ont appelé le swarming de petites unités en réseau dispersés frappant de toutes parts sans front fixe. Ils affirment explicitement que le modèle fonctionnel le plus clair d'un dessin n'est pas du tout militaire. Il s'agit du réseau des ONG militantes. Ils ont cité comme exemple le mouvement zapatiste au Mexique et les manifestations de rue anti-Milosevic en Serbie. En d'autres termes, le champ turbulent décrit par Fred Emery est précisément celui dans lequel les révolutions de couleur s'épanouissent aujourd'hui. Des foules constituées de petits groupes et une propagande médiatique ciblée créant ce champ turbulent. La population ciblée, confrontée à des troubles sociaux massifs orchestrés par les saints, devient passive et régresse vers un état infantile, dans lequel sa propre satisfaction et sa survie sont prioritaires. La doctrine de guerre cognitive de l'OTAN, introduite en 2021, va encore plus loin. Elle affirme que l'esprit humain est le sixième domaine de la guerre et le plus important de tous. L'objectif de la guerre cognitive, écoutez bien, est de transformer ces cibles en armes contrôlées par ces opérateurs, des armes humaines, tandis que la création d'un environnement médiatique contrôlé limite les choix d'un adversaire. C'est ce qui est mis en œuvre depuis 10 ans contre le président Donald Trump. C'est ce que Darren Beatle, actuel responsable du département d'État, décrit avec justesse comme une révolution de couleur. Le journaliste Richard Poe a minutieusement documenté les origines de ces révolutions de couleur et les techniques de guerre des services secrets britanniques. Mais ces techniques s'effondrent dès lors que la cause des troubles sociaux et de l'anxiété est correctement identifiée. Dès lors qu'il apparaît clairement aux victimes qu'elles ont été manipulées et que la réalité s'impose dans la situation. Voici Stephen Miller qui s'en est très bien sorti samedi. C'est un combat pour la survie de l'Amérique. C'est à ce point grave, c'est à ce point réel. Ce dont vous avez parlé, abolir la police, abolir les frontières, abolir l'ICE, abolir les énergies fossiles, démanteler le ministère de la guerre. Toutes ces mesures réunies mettraient l'Amérique à genoux. Cela nous paralyserait, cela nous écraserait, cela détruirait tout ce pourquoi pendant 250 ans des patriotes se sont battus, ont versé leur sang et sont morts. À vous qui nous regardez chez vous, tout ce qui améliore votre vie, Donald Trump le met en œuvre et se bat pour cela. Des allègements fiscaux sans précédent, zéro immigration clandestine, la plus forte baisse du nombre de meurtres depuis 1900, les taux de criminalité violente les plus bas jamais enregistrés. Pas d'impôt sur les pourboires, pas d'impôt sur la sécurité sociale, pas d'impôt sur les heures supplémentaires, le renforcement de l'armée, la lutte contre les cartels de la drogue, pour empêcher le fentanyl de tuer nos familles et nos enfants. Sur tous les sujets, le président Donald Trump se bat pour nos familles. Et que veulent-ils faire? Ils veulent livrer notre nation aux immigrés clandestins, aux criminels, aux djihadistes et aux communistes. Parlons maintenant de la plus grande erreur des guerriers cognitifs concernant l'USS Lincoln. En s'en prenant la force mentale de nos troupes, ils remettent en cause un élément fondamental de l'identité américaine. Et ils révèlent ainsi à la fois leurs propres faiblesses de caractère et leurs illusions sur la réalité. Lorsque Bertrand Russell, annoncé dès 1953, est devenu une réalité opérationnelle, l'Institut Tavistock puis la doctrine officielle de guerre cognitive adoptée par l'OTAN en 2021 prouve noir sur blanc que des institutions entières ont bâti toute une stratégie pour transformer complètement l'esprit des populations en champ de bataille permanent. Ce n'est plus une théorie, c'est écrit dans leurs propres documents officiels. Voilà exactement la méthode qu'on retrouve derrière tout le faux récit. Sur l'USS Lincoln, utiliser la souffrance réelle des soldats américains comme une arme psychologique contre Donald Trump. Et comme vous allez le voir, cette manœuvre est en train de se retourner violemment contre tous ceux qui l'ont orchestrée. Regardez. Maintenant, à mes yeux, la guerre contre l'Iran est la guerre juste par excellence. Elle détruit le système mondial du pétrodollar qui a failli nous anéantir sous Barack Obama et Joe Biden. Et elle ouvre la voie à un nouveau Moyen-Orient fondé sur des technologies de pointe et le dessalement, et non sur le pétrole et le gaz au profit de Londres. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi sur ce point. La guerre a également freiné la baisse spectaculaire de l'inflation dont Donald Trump a hérité de Joe Biden. Mais il y a bien une chose qu'aucun Américain ne ferait, du moins jusqu'à présent, c'est de diffuser des messages de propagande présentant les hommes et les femmes qui mènent cette guerre comme des enfants mentalement déséquilibrés se plaignant de la nourriture et de la lessive en zone de guerre, sans parler du Parti démocrate ou des grands médias qui agiraient ainsi. En effet, ils affirment que ceux qui risquent leur vie pour nous sont des mauviettes surprotégées.
Les Iraniens, bien sûr, s'en sont immédiatement emparés, comme n'importe qui doté de bon sens savait qu'ils le feraient. Une conviction fondamentale des Américains est que nous sommes faits pour être forts et résilients dans les conditions les plus défavorables. La féminisation de la culture woke prônée par Joe Biden et Barack Obama affirme que cette conviction est erronée. La faiblesse, le statut de victime, voire la criminalité sont présentés comme des vertus. Et cela commence à susciter un dégoût populaire envers tout ce qui touche le Parti démocrate, et c'est là le cœur du faux récit concernant l'USS Lincoln. C'est ce qui fait que le récit sur le Lincoln va tout simplement trop loin pour les Psy Warriors. Il révèle à la fois leur propre état d'esprit et la culture de soumission qu'ils voudraient nous faire adopter. C'est une erreur de jouer avec des personnalités populaires, tout comme lorsque Hillary Clinton a utilisé le terme déplorable pour décrire la moitié de l'Amérique. Une fois que l'on comprend comment fonctionnent les manuels de guerre psychologique, on comprend pourquoi le fait de rester sur Internet ou de lire les médias grand public engendre tant d'anxiété et de passivité. Ils sont conçus précisément dans ce but. La turbulence, comme on dit, est le message. Vous comprendrez également pourquoi l'administration de Donald Trump a pris soin de présenter les preuves factuelles concernant chaque étape de la guerre psychologique que la population a subie au cours de la dernière décennie. Du Russiagate à l'Ukrainegate, à la procédure de destitution en passant par les émeutes liées à George Floyd, l'élection truquée de 2020 et les événements du 6 janvier jusqu'aux mesures sanitaires liées au Covid et à la censure en passant par la guerre menée contre le mouvement MAGA et contre Donald Trump lui-même après son départ de présidence. Le président et ses collaborateurs ont mené une offensive virulente contre l'appareil qui a orchestré cette guerre psychologique. Darren Beatle, par exemple, l'homme lorsqu'il était journaliste, avait qualifié à juste titre l'opération menée contre Trump de révolution colorée. Il dirige aujourd'hui l'Institut de la paix et la branche de la diplomatie publique du département d'État. C'est là ainsi qu'au sein du National Endowment for Democracy que se trouvait l'appareil de la révolution de couleur. Il ne nous reste plus qu'à mettre à profit ce que nous avons appris pour les déstabiliser massivement d'ici les élections de mi-mandat. En plus de créer une élection trop importante pour être truquée, nous pourrions également libérer les victimes de cette guerre psychologique qui n'ont pas encore vu la lumière. Cela peut sembler audacieux, mais l'élimination du contrôle financier de la City de Londres en 20 mois l'était tout autant. Et contrairement à ces minables adeptes de la guerre psychologique, nous les Américains sommes réellement forts et résilients. Voilà, vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle, un narratif fabriqué de toutes pièces contre les soldats américains, un système financier verrouillé par Londres que Donald Trump est en train de démanteler et une doctrine de guerre psychologique vieille de plusieurs décennies qui explique pourquoi les médias grand public sont si acharnés contre lui. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est de voir à quel point toute cette stratégie s'effondre dès qu'on l'explique clairement comme on vient, j'espère, de le faire ensemble. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment beaucoup connaître votre avis sur le sujet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 euro par mois. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et surtout indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.